Alors, pourquoi on traite Simone Veil en ce mois de septembre? Pour plusieurs raisons. Déjà, en 2023, c'est le 80e anniversaire de sa mort. Donc il y a une petite date historique qui est intéressante au niveau de la conjonction. Et c'est pour moi une vraie philosophe incarnée dans le monde et engagée dans le monde. On est sur un personnage qui a vraiment dédié sa vie à mettre en cohérence ses aspirations, ses convictions et ses actions. Et rien que ça, déjà, pour nous, c'est quelque chose c'est digne de respect et d'inspiration, parce que avoir des convictions, c'est déjà très bien. Mais en plus, mettre en cohérence sa vie comme un engagement dans le monde, dans la cité et pour les hommes, c'est vraiment totalement respectable et surtout inspirateur. Parce que je pense que fondamentalement, on a besoin aujourd'hui d'avoir des individus qui sachent se positionner par rapport à leurs convictions avec une posture philosophique. Philosophique, ça veut dire avec une pensée et une cohérence dans les actes. Camus disait de Simone Veil est le seul grand esprit de notre temps. C'est quand même pas rien. Albert Camus, prix Nobel, il dit voilà, Simone Veil, c'est le seul grand esprit de notre temps. Pourquoi il disait ça d'elle? Alors, elle est morte en 1943. Parce que c'était quelqu'un qui a conquis en elle des domaines de pensée par la force de sa volonté, qui a fait un effort de pédagogie énorme pour transmettre ce qu'on dirait aujourd'hui des prises de conscience, parce que la philosophie de Simone Veil, c'est pas une philosophie intellectuelle, mais c'est une philosophie des prises de conscience, de qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est un enjeu pour l'homme de façon générale. Un autre commentateur de l'époque disait « On est amené à penser qu'une certaine morale moderne se bâtit autour de noms comme Simone Veil, Camus et Antoine de Saint-Exupéry, qu'il décrit comme le nom de cette école serait le spiritualisme. » Il fait des ponts entre Simone Veil, Camus et Saint-Exupéry. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un grand passionné de Saint-Exupéry. Et on a avec Simone Veil un autre personnage français qui a conjugué la pensée à ce qu'on appellerait entre guillemets une spiritualité, mais pas une spiritualité éthérée, déconnectée du monde, mais un vécu de l'esprit qui donne un engagement et un enracinement pour agir dans le monde. Quand vous avez Saint-Exupéry qui prend l'avion pour aller apporter le courrier à l'autre bout du monde et qui écrit ses livres, entre guillemets, pendant qu'il pilote, parce qu'en fait c'est sa méditation, c'est un homme de terrain, Saint-Exupéry, c'est un méditatif de l'action. C'est-à-dire pendant qu'il agit, il médite. Et il fait des liens fantastiques. On a fait d'autres activités sur Saint-Exupéry où il connecte l'esprit de l'homme, l'universalité, la capacité du vivre ensemble. Simone Veil, elle se pose des questions, elle comprend pas le monde, comment il évolue, parce qu'on dit que le monde évolue vite, mais en fait ça fait déjà plusieurs décades qu'il évolue vite, et elle se pose des questions sur la société, la condition ouvrière. Et pour comprendre la condition ouvrière, elle va travailler dans les usines, en ne donnant pas ses diplômes d'agrégée de philosophie, en se faisant passer pour une nécessiteuse, et elle va bosser 12 heures par jour pendant plusieurs mois pour comprendre qu'est-ce que c'est que la vie ouvrière entre les deux guerres, et qu'est-ce que ça produit chez les gens qui vivent de cette manière-là. Et donc quand elle parle de la condition ouvrière, elle ne regarde pas de l'extérieur, mais à partir de son vécu, de son expérience et des enseignements qu'elle en retire. Et là aussi, on a quelque chose de fantastique qui surgit, et que ça sera une des raisons de l'ouvrage sur lequel je me suis appuyé beaucoup aujourd'hui, qui est l'enracinement de Simone Veil. C'est facile à lire. Il y a beaucoup de choses, mais ça se lit facilement. Il y a beaucoup d'idées, mais les idées sont accessibles. C'est pas Kant, Hegel, où il faut se concentrer pendant 3 pages pour comprendre la page d'avant, 3 pages après. Ça se suit, ça se lit sereinement. Dans la conférence de ce soir, j'ai beaucoup parlé des besoins de l'âme, mais dans cet ouvrage, par exemple, elle parle, la moitié de l'ouvrage, c'est la condition ouvrière. Qu'est-ce qu'il faudrait
revisiter dans le travail. Il y a une grande méditation sur le sens du travail. C'est pas l'objet de ce soir, mais vous verrez, si vous lisez, c'est quel est le sens du travail. Et elle dit, le travail doit être spirituel. S'il n'est pas relié à l'esprit, le travail a servi. Quel que soit le travail, c'est pas question d'être, entre guillemets, enseignant, poubelier ou infirmier, c'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'il y a une culture, justement, qui permet que le travail soit connecté à l'esprit. C'est pour ça qu'Albert Camus dit c'est le seul grand esprit de notre temps, oui, parce que elle connecte des choses qui semblent cloisonnées dans le monde d'aujourd'hui. Simone Weil, c'est une dame issue d'une culture juive, mais plutôt non pratiquante, qui se convertit au christianisme par un éveil mystique, mais qui remet en cause aussi le christianisme, parce qu'elle ne peut pas s'empêcher de remettre les choses en cause. C'est une vraie philosophe rebelle, elle bouscule les choses. Elle est engagée socialement, et elle s'engage aussi dans la résistance. Elle quitte la France, elle va à Londres. Donc, on a quelqu'un de totalement intègre et totalement engagé. Elle fait le choix, dès sa plus jeune enfance, d'assumer qui elle est, parce qu'elle est un petit peu différente. Quand à 11 ans, on lit Racine, et elle apprend Racine, ou plein d'autres auteurs classiques par cœur, et ils se répondent avec son frère, comme ça, dans la salle de jeu, ils se répondent à coups de citations de Racine, de Corneille, et d'autres auteurs. À 11 ans, tout le monde ne fait pas ça, même dans les années 1920. Son frère devient un brillant mathématicien, puisqu'il va aller aux États-Unis. Il fonde l'école mathématicienne de Bourbaki, pour ceux qui connaissent, à Polytechnique. Enfin, voilà, c'est deux grands esprits, un grand esprit littéraire, philosophe, et un grand esprit scientifique. Donc il y avait de l'ambiance à la maison, les parents ont dû gérer ça, mais ça s'est bien passé. Et très rapidement, donc, elle s'engage avec une totale préoccupation de la quête de la vérité. Là, on pourrait dire que le moteur philosophique de Simone Weil, c'est la quête de vérité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est authentique? Qu'est-ce qui est valable? Qu'est-ce qui ne change pas? Parce que une vérité dans l'approche de Simone Weil est quelque chose qui ne change pas en fonction des circonstances ou des modes. Donc elle est un peu on dit que c'est une philosophe de l'absolu parce qu'elle cherche ce qui ne va jamais bouger. Donc en ce sens-là, elle est mystique, spiritualiste parce qu'elle cherche Dieu. Mais elle dit Dieu, je peux pas le décrire. Je peux pas décrire Dieu parce que c'est inaccessible. Et elle est assez dure avec ceux qui parlent de Dieu sans le connaître. Bonsoir. Elle dit, pour ceux qui parlent de Dieu, mais qui ne le connaissent pas, l'athéisme, les athées sont probablement plus proches de Dieu que ceux qui en parlent sans le connaître. Parce qu'elle dit au moins en ce sens-là, l'athéisme est une purification. On ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas. Alors que si on parle de Dieu, quelle que soit la culture ou la religion, sans avoir un vécu intime de ça, en gros c'est du baratin et ça sert à rien. Au moins l'athée, il est intègre, correct, il s'appuie pas sur des fausses vérités, justement, sur des fausses perceptions. Il est totalement intègre par rapport à sa démarche. Et étant intègre, il va pouvoir progresser. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que l'intégrité permet la progression. Il y a une phrase de Simone Weil qui dit « Il n'y a rien de... La vérité est supérieure à la vie. Le besoin de vérité est supérieur à la vie. Le besoin d'authenticité est supérieur à la vie même. » Voilà, ça donne le niveau d'engagement. Avant de rentrer peut-être plus dans le thème de ce soir sur les besoins de l'âme et son ouvrage L'Enracinement, je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que l'âme. Parce que c'est aussi un mot qui est utilisé dans sous beaucoup d'aspects, sous beaucoup de formes. L'étymologie de âme, c'est anima, ce qui est vivant, ce qui est animé, ce qui est en mouvement. L'âme, dans l'approche philosophique qui est la nôtre, est pas la même chose que l'esprit. Déjà, voilà, parce que souvent, dans le langage, on va dire religieux ou judéo-chrétien, âme et esprit souvent sont un peu confondus. Nous, on va s'intéresser plutôt à l'origine grecque de l'homme, la vision grecque de l'homme, où l'âme et l'esprit sont différents, mais pourtant reliés. Je vais faire un petit dessin. Où
d'où chez les Grecs, notamment les présocratiques, dans la culture grecque, l'homme est à l'image de l'univers. C'est-à-dire il y a l'univers, le cosmos, le monde manifesté. L'homme, ils ont dit, c'est un petit univers, microcosme. Ça vous dit peut-être quelque chose, le microcosme, petit univers. Et il y a la grande nature qui est le macrocosme, le monde manifesté. Et donc l'homme est un reflet. Il porte en lui la terre, il porte en lui une atmosphère, et il porte en lui un ciel. L'homme, dans cette approche, est tripartite. Il y a 3 dimensions en lui. Et il dit, dans l'homme, qu'est-ce que c'est la terre? C'est le corps, ce qu'on appelle soma. Qu'est-ce que c'est l'atmosphère? C'est ce qu'ils appellent psyché, qu'on va traduire en français par âme. Et soma, c'est le corps. Et le ciel, en grec, s'appelle nous, qu'on va traduire par esprit. On reviendra sur ce schéma pour ceux qui feront les ateliers. Il y a quoi tenir 2 heures de pratique rien que sur ce petit schéma. C'est ça qui est génial. Un schéma, c'est mon côté scientifique, un schéma, et après on explique ça pendant 2 heures. L'atmosphère, l'âme est en contact avec l'esprit. Donc l'âme est l'outil dans l'homme pour se connecter à l'esprit. C'est pas l'esprit, c'est pas la spiritualité, c'est pas l'être éthéré, déconnecté du monde. L'âme, c'est le pont, c'est le canal, l'antenne qui capte et qui peut recevoir. Il y a une phrase de Plotin. Bon, Simone Weil, elle est platonicienne aussi. Elle a l'approche platonicienne. Donc, ce que je viens d'expliquer, elle dirait pas, c'est une interprétation de Mika qui fait sa sauce. Non, elle est platonicienne. Donc, il y a le monde des idées, qui est dans le monde de l'esprit, et il y a le monde intermédiaire de psyché, de l'âme, qui va capter. C'est là, l'âme, c'est ce qui se passe en vous pendant que vous m'écoutez. C'est bien, c'est ennuyeux, qu'est-ce qu'il raconte, j'en sais rien. Hop, ça, c'est l'âme. Et Plotin disait, l'âme devient ce qu'elle regarde. L'âme devient ce qu'elle regarde. Parce que vous voyez que l'âme, elle est au milieu, elle est connectée et au corps et à l'esprit. Et en fonction de où est-ce que le regard de la conscience va porter, soit on va être vers le corps, et symboliquement tourner vers les instincts, les appétits, les sensations, le désir. Est-ce que tu le sens? Non, je le sens pas, je sais pas trop. Voilà, c'est tout le langage actuel qui dit voilà, est-ce que tu sens les choses? Bon, c'est plutôt un ressenti, c'est pas lié à la pensée. Et si on se connecte plus en haut, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu en comprends? Qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, on est en train de pouvoir se connecter à une dimension plus métaphysique, plus spirituelle, plus essentielle, et au moins plus intelligente. Parce que l'esprit, il a plusieurs dimensions. C'est pas juste une petite bulle homogène comme ça. Quand on rentre dans les traditions, qu'elles soient d'Orient ou d'Occident, on voit que l'esprit, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs étages. Mais au moins l'intelligence, c'est-à-dire du bon sens de comprendre les choses, les liens qui unissent les choses. C'était la définition de Dieu chez Saint-Exupéry. Le lien est le nœud qui unit toute chose. Et donc, voilà, l'âme, est-ce qu'elle est préoccupée par le lien qui unit les différents aspects de notre vie, de la planète, du monde, etc. Est-ce qu'elle regarde ça? Et donc, les besoins de l'âme dont on va parler, c'est pas le besoin de sensation, c'est pas le besoin de s'éclater, qui fait partie des besoins de l'âme, mais on parle très peu des besoins supérieurs de l'âme. Et en fait, Simone Weil, je rajoute le mot supérieur par rapport à cette image, va nous donner des enseignements et des pistes de travail pour nourrir à l'intérieur de nous cette dimension-là de l'âme qui est en quête de vérité, qui est en quête de mystère, qui est en quête de sagesse. Vous savez, le philosophe, c'est l'amoureux de la sagesse. La sagesse, elle est dans l'esprit. Il n'est pas sage, le philosophe. Il est amoureux de la sagesse. Il a envie de devenir sage. Donc, il tourne son regard vers ça. Et il y avait même une école de philosophie qui s'appelait les philatètes, du côté de Plotin, justement, qui étaient les amoureux de la vérité. On aurait pu faire un cours de philatétie, mais finalement, on est tombé dans les cours de philosophie. Mais c'est la même quête. C'est qu'est-ce qui est véritable, qu'est-ce qui est authentique, qu'est-ce qui ne dépend pas des circonstances. Pourquoi le ciel est associé à l'esprit? Parce que c'est surtout le ciel nocturne. Parce que les étoiles, les constellations, depuis
le point de vue de l'homme, ça ne bouge pas. C'est toujours les mêmes constellations, c'est toujours les mêmes étoiles. D'accord ? Notre atmosphère, un coup il fait jour, un coup il fait nuit, un coup il pleut, un coup il fait chaud, un coup il fait très chaud, un coup il y a une tempête, il y a un orage. Donc dans l'âme, ça bouge, ça change en permanence. Et la quête de la philosophie pratique, quand on disait Marc Aurèle, donne-moi la force d'agir sur ce qui dépend de moi et de supporter ce qui ne dépend pas de moi, qu'est-ce qui dépend de moi ? Mes états d'âme. La première force, le premier pouvoir qu'on a en tant qu'homme, c'est pouvoir agir sur nos états d'âme. C'est-à-dire, je peux faire le choix intérieur de ne pas être complètement assujetti aux circonstances, aux perceptions des circonstances et sensations et ainsi de suite. L'âme est donc cet outil qui va nous permettre de nous élever et aussi de passer à l'action. Parce que quand on n'est pas motivé, je suis prof de physique, je peux vous dire que quand les élèves sont pas motivés, c'est compliqué, d'accord ? Et la motivation, ça vient de motion, motiver, c'est-à-dire mouvement. La motivation, c'est ce qui met en mouvement. Donc, pour se mettre en mouvement intérieur, il y a un double mouvement, c'est l'ascension vers la quête du sens et du mystère, et la mise en mouvement intérieur pour transformer mes prises de conscience en comportement, en action dans le monde, en engagement. Ce que va faire Simone Veil. Toute la vie de Simone Veil est un exemple de comment une prise de conscience permet la mise en mouvement d'un individu pour agir dans le monde. Et de ma mise en mouvement et de ma confrontation au monde, j'ai un retour d'expérience qui va me permettre aussi d'une mise en mouvement ascensionnelle. Donc ça respire. C'est pas juste un ascenseur mécanique qui monte et descend et c'est fini. C'est inspire, je vais à l'intérieur, je connecte à l'essentiel. Un expire, je vais dans le monde. Et ça vit comme ça. Donc l'âme est vivante parce que si elle a des besoins, c'est qu'elle vit. Donc les besoins de l'âme, c'est comment rendre notre âme véritablement vivante et pas simplement prisonnière d'un cycle fermé sur lui-même où finalement chaque journée n'est que la répétition de la veille avec plus ou moins d'engouement ou d'habitude soporifique. Donc c'est un réenchantement dont on parle, c'est-à-dire comment je réactive, comment je vitalise cette âme en moi. Et c'est l'objectif de Simone Veil, au travers de ses ouvrages, mais notamment dans l'enracinement où elle parle des besoins de l'âme, de dire voilà qu'est-ce qu'il faut nourrir dans l'homme. Parce que la montée permet la clarté, la vérité, et la descente permet l'engagement et les choix. Parce qu'il n'y a pas de prise de conscience qui ne soit suivie d'un choix. Si la prise de conscience, la compréhension plus intime d'une chose n'est pas suivie d'un choix, c'est comme une bulle, petite bulle, vous savez, les bulles des enfants, c'est assez joli, puis plouc, ça éclate et ça n'existe plus. Pour que la prise de conscience entre dans le temps, il faut le choix. Ce que disait Saint-Exupéry, ça s'appelle la responsabilité. Comment on appelle une prise de conscience qui devient un choix? C'est la responsabilité. Je fais des choses qui dépendent de moi. C'est beau, hein, vu comme ça, c'est une prise de conscience qui devient un choix, ça s'appelle responsabilité. Et c'est valable, la responsabilité, dans la clé individuelle, c'est-à-dire de moi-même vis-à-vis de moi-même. Je deviens plus responsable de moi-même, j'ai compris plus de choses, mais aussi, je suis capable d'agir dans la cité pour les autres et avec les autres. Il y a une phrase d'un philosophe que j'aime beaucoup. Nos choix disent qui nous sommes. Et les choix, dans notre ligne de travail, viennent des prises de conscience de notre expérience intérieure, de qu'est-ce qui fait sens, de qu'est-ce qui est valable, de qu'est-ce qui est authentique. Ça va sur l'âme, du coup, l'âme, vous voyez que c'est important cette âme. Si on la nourrit pas, si on la construit pas, elle va être le fruit des circonstances. Elle va être colorée par la culture extérieure cette fois-ci, l'ambiance, les modes, les peurs, les doutes, et elle est poreuse. Elle devient complètement poreuse. Et travailler l'âme depuis l'intérieur, c'est la rendre étanche à ce qui n'est pas forcément bon pour elle, tout en comprenant qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est pas un refermement, on n'est pas dans elle est mystique, mais en même temps, elle s'est pas repliée. Elle aurait pu aller dans un monastère, un couvent, se retirer du monde. Non, elle est totalement engagée dans le monde.
mais en même temps, elle le dit très bien, je suis capable de me retirer dans un espace à l'intérieur de moi où j'entends presque Dieu, j'entends presque mon esprit parler, parce que je suis connecté à ma racine fondamentale. Et c'est pour ça qu'elle va appeler son ouvrage « L'enracinement ». Prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain. C'est le sous-titre. Prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain. En fait, quand elle écrit ça, elle veut proposer, je crois que c'était même prévu pour De Gaulle, une nouvelle constitution pour la France. Au départ, c'est pas un bouquin de philosophie, c'est pas une méditation, c'est un projet sociopolitique de donner une nouvelle constitution pour la France, qui soit non pas les droits de l'homme, dans l'idée, mais les devoirs de l'homme. Des devoirs envers l'être humain. C'est intéressant, c'est pas les devoirs des individus. Qu'est-ce que doit faire chacun dans une vision un petit peu peut-être moralisante? Non. Quels sont les devoirs qu'on a envers l'homme? Sous-entendu, quels sont les devoirs qu'a la société envers chaque individu? Sous-entendu, donc, qu'est-ce que ça implique comme devoir chez l'homme? Et elle dit qu'il faut partir des devoirs, elle parle du terme obligation aussi, et je rajouterais peut-être avec l'approche de Saint-Exupéry la notion de responsabilité ou d'engagement. Et elle explique une chose importante, c'est même la première page de son ouvrage. Elle dit « La notion d'obligation prime celle de droit qui lui est subordonnée et relative. » La notion d'obligation prime sur celle du droit. Et le droit est subordonné à la notion d'obligation. Et là, voilà, par rapport à la culture du monde actuel, on sent que ça résonne pas comme on a l'habitude. C'est quoi nous défendons nos droits, et elle a dit devoir. Donc c'est une autre façon de voir la société, de voir l'homme. Pourquoi? Parce que les devoirs, c'est moi qui les produis. Les obligations, mes engagements, c'est moi qui y consens. C'est ma production. Elle explique que l'homme serait seul dans l'univers, il n'aurait aucun droit, mais il aurait encore des devoirs. D'être un homme. D'être l'expression de qu'est-ce que c'est l'humanité. Les droits, c'est juste pour gérer, de façon transitoire, mais certes importante, les relations entre humains. Mais le devoir relie l'homme à quelque chose d'un peu plus grand que lui. Parce qu'elle dit, en insistant trop sur les droits, on en demande toujours un peu plus, finalement. Parce qu'on demande à l'extérieur, vous comprenez les droits, c'est-à-dire donnez-moi des droits. Alors que le devoir, mon engagement, ma responsabilité, c'est moi qui l'exerce. Et finalement, avec ce regard, le devoir est une force ou un pouvoir de celui qui l'exerce. Parce que je le fais, parce que c'est mon devoir. C'est ma dignité, c'est ma fierté, c'est mes choix. Et en échange, bien sûr, que dans l'interaction avec les autres, j'ai des droits, bien sûr. Mais ce que je produis moi, c'est mes devoirs que je choisis. Et ça renverse du coup la dimension sociale, où c'est un devoir consenti, parce qu'elle n'est pas dans une vision, massifiante. Elle est très sensible à la condition ouvrière, mais elle ne croit pas à la révolution communiste, par exemple. Elle dit la notion de révolution, ça ne peut pas marcher. Parce que ça vient de l'extérieur. On va dire on change le système et comme ça ira mieux. Non, parce que si les besoins des individus n'ont pas changé, les mécanismes vont se remettre en place d'une manière ou d'une autre. Peut-être on repeint, on change le rouge, on le met d'une autre couleur, mais la dynamique restera la même. Donc c'est pour ça qu'elle insiste en fait avec cette notion de déclaration des devoirs à quelle est la culture et donc quelque part quelle est l'éducation nécessaire pour que les individus puissent exprimer qui ils sont. Et en ce sens-là, c'est platonicien. Parce que quand Platon parle des philosophes, il dit ce sont ceux qui sont conscients de leur devoir vis-à-vis du collectif. Parce qu'ils ne sont pas complètement prisonniers des circonstances, et donc ils comprennent l'intérêt général. Il y a la notion d'universel. Il y a la somme des intérêts particuliers, il y a l'intérêt général. Et là, le philosophe, dans la clé platonicienne, est celui qui est conscient de l'intérêt général, ce qui est important pour tous.
et parce que ce qui est important pour tous va être utile à tous. C'est ça aussi l'idée d'obligation. On dit obligation avec le monde moderne, on dit je suis obligé. Non, mais quand quelqu'un dit je suis votre obligé, dans le vieux français, c'est-à-dire c'est moi qui fais ce choix d'être à votre service. Et donc le philosophe, il est au service du collectif. La République de Platon, c'est un ouvrage pour donner les outils aux philosophes pour se positionner comme un acteur dans le monde, si on le traduit en langage actuel, comme quelqu'un de responsable. Alors, quels sont les besoins de l'âme pour Simone Weil? Elle en donne 3 fondamentaux qui existent par eux-mêmes, et elle en donne 6 paires de devoirs complémentaires. Intéressant, hein. C'est pas une liste à la Prévert, comme on dit, mais c'est vraiment l'idée que c'est assez complexe, finalement, cette histoire. Il y a une histoire de gérer les contradictions. Dans l'idée de cohérence dont on parlait au début, il y a l'idée de faire converger les différentes facettes de nos vies vers quelque chose qui se tient. Et souvent, on est pris dans des querelles intérieures. Est-ce que je dois aller à la conférence ou aller voir le match? Est-ce que je dois privilégier ma vie de famille ou ma vie professionnelle? Est-ce que je prends le fameux citation de Coluche, est-ce que je prends un baril d'homo ou 2 barils de lessive de merde? C'est des contradictions. Est-ce que je prends le Kinder Bueno qui est en promo ou le truc low cost? C'est un choix. Mais en fait, c'est des non-choix. Parce qu'en fait, il n'y a pas de contradiction interne. C'est juste, dans les 2 cas, je consomme. Ça va? Dans les 2 cas, c'est pour me faire plaisir. C'est qu'est-ce qui va me faire le plus plaisir? Ce n'est pas une contradiction horizontale. Elle n'amène pas à une transformation. Et généralement, elle exclut l'autre option. La question, c'est faut-il être courageux ou prudent? Voilà, une question de café philo. Faut-il être courageux ou prudent? Ça devient intéressant parce que on est sur des vertus. Et il est probablement qu'il faille faire les 2, et qu'il faille vivre les 2. Donc concilier les contradictions. Si la prudence exclut le courage, ça devient de la peur, on devient timoré. Et si le courage exclut la prudence, ça devient de la témérité. Et donc les 2 vertus vont se nourrir elles-mêmes. Et ça devient aussi intéressant parce que ça veut dire que les vertus peuvent se concilier et s'enrichir les unes les autres. Et donc, concilier les contradictions dans la voie philosophique, ça veut dire intégrer les différentes facettes de ma vie comme un outil d'évolution et de transformation de moi pour exprimer le meilleur de moi-même en chaque circonstance. C'est ça aussi l'idée des vertus dans la clé philosophique. C'est pas un code moralisant où on disant fais pas ci, fais pas ça. C'est des outils, des pistes de travail intérieur pour se relier à ce qui nous rend humains. Vous verrez que les stoïciens et la ligne platonicienne également sont très précis sur la notion de ce qui rend humain l'homme. Parce que l'humain n'est pas naturel dans l'homme, c'est pas spontané. Vous avez un petit bébé, il va jamais devenir sage, philosophe, tout seul. Ça va? Il y a même des chances que ça se passe pas du tout comme ça. Alors vous prenez un petit lapin, ou un petit cheval, bébé tout seul, même le petit cheval tout seul, il va devenir un cheval. Il va savoir brouter l'herbe, etc. Le bébé, non. Il faut l'éduquer. L'humain est le seul être vivant a priori qui a besoin d'une éducation tout au long de sa vie pour pouvoir exprimer son humanité. Le programme de l'humain, il est dedans, mais il n'est pas activé automatiquement. C'est pour ça qu'on parle de culture. C'est-à-dire quels sont les dispositifs de la vie, de la société, de l'éducation qui permettent d'exprimer l'humain dans l'homme. C'est beau comme façon de voir. Moi, quand j'ai compris ça mince. C'est pas fini. C'est pas parce qu'on est 18 ans, majeur et vacciné que c'est fini.
on a pour toute la vie de cette affaire. Alors, quels sont les 3 besoins fondamentaux dont nous parle Simone Weil? Elle nous parle de l'enracinement, le titre de l'ouvrage, elle nous parle de la vérité, et elle nous parle de l'ordre. Et après, on finira par les paires. Je ne vais pas toutes les détailler, parce que ça fait 12 besoins. Donc, après, il faudrait faire une autre session, mais on va en parler un petit peu pour se situer. Mais on va se concentrer déjà sur les 3 besoins fondamentaux. L'enracinement, on a dit, c'est le premier besoin. Si quelqu'un n'est pas enraciné, il est perdu. Les psychologues qui regardent l'évolution des enfants, etc., la première question que pose quelqu'un quand il n'arrive pas quelque part, c'est « où suis-je » ? J'ai besoin de savoir où je suis. Après, la question « qui suis-je » arrive, mais au départ, c'est « où suis-je » ? Ça veut dire que pour la conscience, et donc pour l'âme, il y a besoin de savoir où je pose mes pieds. Et de façon générale, dans ma vie, dans mon quotidien, dans mon existence, c'est « où suis-je » ? Pour le dire d'une autre manière, on est toujours de quelque part. L'idée ou le concept de citoyen du monde est un concept important. Mais on ne peut pas être citoyen du monde en n'étant pas d'abord citoyen d'un village, membre d'une famille, membre d'une culture, membre d'une tradition. C'est ça l'idée d'enracinement. J'hérite de quelque chose, et donc, ayant des racines, je peux me projeter. Le risque est toujours l'excès. Mais aujourd'hui, on a tellement peur des excès qu'on est toujours dans le défaut. Je ne sais pas si vous comprenez, on a tellement peur des excès qu'on met des matelas avant même que le nourrisson commence à marcher, on a tout protégé, et du coup, il n'y a pas d'excès, il n'y a pas de possibilité, parce que pour arriver à l'équilibre, il faut passer par l'excès parfois, d'accord ? Pour marcher, il faut tomber. Personne n'a appris à marcher sans tomber. Les statistiques, c'est 3000 chutes en moyenne par enfant pour qu'il apprenne à marcher. Ça fait beaucoup, hein. Donc ça veut dire que c'est pas en répétant 3 fois qu'une personne va comprendre. Et c'est en moyenne, hein, c'est 3000 fois. Je ne sais pas si ça marche pareil pour la compréhension philosophique ou pas, ou des sciences physiques. Mais ça veut dire que l'apprentissage demande du temps et demande des erreurs. Et on ne peut pas, par peur de l'excès, rester toujours en défaut en disant « fais attention ». Parce qu'aujourd'hui, c'est « fais attention ». Le principe de précaution, c'est le terme que je cherchais, c'est « on ne sait jamais ». C'est le fameux « on ne sait jamais ». Vous verrez que par rapport aux paires de besoins de l'âme, ça pose un souci, le « on ne sait jamais ». Et donc, pourquoi j'explique cette histoire d'excès et de défaut, c'est que pour arriver à se projeter vers le futur, il faut un enracinement. Enracinement, ça ne veut pas dire le nationalisme ou je ne sais pas trop quoi, de ce type de passéisme en disant oh, voilà, c'est ma culture, le reste c'est dangereux. Non, c'est j'ai une base sur laquelle je peux m'appuyer. C'est la fameuse, c'est assez souvent, c'est une histoire qui est racontée, une maman qui va voir le Dalai Lama qui lui dit moi mon enfant, je lui ai donné aucune éducation religieuse, comme ça pour plus tard il pourra faire ses choix par lui-même. Et la réponse du Dalai Lama, et pour la langue, vous avez fait pareil. C'est-à-dire, comment peut-on faire un choix dans le domaine religieux ou spirituel si j'ai pas aucune culture religieuse ou spirituelle? Ce qui on m'a pas donné un critère, même si on l'a fait maladroitement, de façon un peu mécanique, un peu automatique, si j'ai une confrontation au sacré, à la cérémonie, à un rite quelconque, à une inhumation, peu importe, je suis confronté à cette expérience. L'expérience existe dans la conscience. Mais si la conscience n'est jamais confrontée à ça, elle ne peut même pas reconnaître l'expérience, d'une certaine manière. C'est l'histoire de l'œil. Si l'œil n'est pas éclairé, l'œil ne peut pas voir. L'œil du nourrisson, il ne voit pas tout de suite en 3D, en couleur, etc. Il faut qu'il s'acclimate aux premières couleurs, aux premiers sons, etc. Et ça donne une sensibilité. Et après, l'enjeu de l'éducation, c'est de l'élargir.
Mais on ne peut pas élargir quelque chose qui n'existe pas. Mathématiquement, c'est pas possible. Donc, l'idée de l'enracinement, c'est j'ai besoin de critères qui me donnent une compréhension et une vision du monde. Quand quelqu'un dit, surtout des parents, il fera ses expériences, pour moi, c'est quelque chose d'assez grave, philosophiquement. Moralement, pénalement, c'est pas grave du tout. On dit c'est bienveillant, je lui ai rien imposé. Mais philosophiquement, spirituellement, c'est un refus de transmettre sa propre expérience. C'est-à-dire de partager des choses qui ont compté pour moi et qui font partie de mes racines. L'enracinement, c'est l'idée, j'hérite de quelque chose que m'ont laissé les autres. C'est comme c'est. Je ne suis pas en train de dire que ce qui est hérité est bien ou pas bien. Je dis que c'est le processus qui compte. Donc, j'hérite de quelque chose. Et si j'hérite de quelque chose, de façon étrange, je vais être préoccupé plus facilement de qu'est-ce que je vais pouvoir léguer aux autres. Le sentiment de responsabilité va se développer si on est enraciné. Si on est de nulle part, que je sois d'ici ou d'ailleurs, ou que ça se passe ici ou ailleurs, c'est pas très grave. C'est pas grave, j'irai voir ailleurs. Et donc la possibilité de responsabilité est difficile à activer sur un terrain qui ne se sent pas, sur une conscience qui ne se sent appartenir à aucun terrain. Donc l'enracinement, c'est pour avoir des racines, pour se projeter vers le futur. C'est pas l'arbre, quand il pousse, il regarde pas vers le bas. Il dit c'était mieux avant. C'était pas ça la question. C'est pour se croître et se déployer, il faut être dans une terre, quelle qu'elle soit. Parce que le philosophe, au moins tel que on le transmet, il a une vision universelle. Donc il sait que toutes les terres peuvent porter des fruits. Mais on ne peut pas ne vouloir jamais semer une graine. C'est l'histoire du Petit Prince. Si on ne plante pas la rose dont on s'occupe, voilà, comment on pourra toucher... Parce qu'on va toucher l'universel dans le singulier. Je le refais. Pour toucher l'universel, on ne peut pas toucher l'universel en pure vision mystique. On touche quelque chose. Regardez, il y en a qui ont regardé le plafond, disent c'est beau. Ça va? Mais c'est ce plafond-là qui nous fait toucher à la beauté, à l'idée de beauté. J'ai une expérience particulière, et au travers de cette expérience particulière, je me connecte à quelque chose de plus grand, d'un peu plus universel. Donc, pour toucher à ce qui est homme en moi, j'ai besoin de mon expérience qualifiée pour toucher à cet universel. C'est ça la notion d'enracinement. On est de quelque part. La vérité. Alors, quand vous lirez l'enracinement, les trois disent l'enracinement, c'est le plus important. La vérité, c'est le plus indispensable, et l'ordre, c'est celui qui arrive en premier. Donc, les trois, j'essaie de voir si elle en mettait un prioritaire. En fait, à chaque fois, elle utilise un terme superlatif pour dire qu'il est super important. Donc, les trois sont indispensables. La vérité, c'est quand un enfant commence à se poser des questions, il veut savoir qu'est-ce qui est vrai, en fait. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Qu'est-ce qui est valable? Vrai dans le sens de qu'est-ce qui est valable, de qu'est-ce qui est authentique, de qu'est-ce qui est juste. Sans possibilité d'accès à la vérité, on ne peut pas penser. Par exemple, si je ne peux pas imaginer qu'il y a des choses qui soient toujours vraies, je ne peux pas penser, parce que si je pense quelque chose, et que de toute façon cette pensée n'a aucune vérité, ça sert à rien de penser. Quand il y a trop de mensonges, à la fin les gens refusent de penser. C'est un mécanisme important à comprendre. On n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui est vrai. Les événements de ces quelques dernières années, est-ce que c'est sur les fakes, les intox, etc., etc. On est à la fin, de toute façon, on ne peut pas savoir. Et donc, d'une certaine manière, la conscience, l'âme, si elle est plus en quête de vérité, va capituler dans sa quête de qu'est-ce qui est valable, de qu'est-ce qui fait sens. Et du coup, c'est un retrait là aussi de la responsabilité. Comment peut-on être responsable si ce que je fais n'est pas vraiment valable, ne permet pas la connexion à quelque chose de véritable? Parce qu'il y a
on ne sait jamais, hein, on a parlé, mais il y a aussi le à quoi bon. À quoi bon, à quoi ça va servir cette histoire? De toute façon, on va passer et on oublie. Le fait de la vérité, c'est d'une certaine manière, c'est le support, le cadre dans lequel la pensée peut s'exercer. S'il n'y a pas de vérité sur laquelle je puisse me confronter, c'est comme cheminer dans un espace sans limite, on ne sait pas où on va. Le fait de percevoir la vérité, ou de sentir qu'il y en a une, ou de pouvoir parfois y toucher, permet de sortir de la confusion. La confusion, c'est quand on ne sait plus distinguer les choses. Et la particularité du mental, de la pensée, c'est la capacité de distinguer. Elle donne un exercice intéressant sur le sujet. Je vais le retrouver. Dès qu'on a pensé quelque chose, cherchez en quel sens le contraire est vrai. Dès qu'on a pensé quelque chose, cherchez en quel sens le contraire est vrai. Je pense qu'il faut être exigeant avec ses enfants, parce que sinon on n'arrive à rien. Je vois ce que je pense. Poum. Quel est le contraire? Pensez les contraires. C'est un exercice de la pensée humaine. C'est quoi le contraire d'être exigeant avec ses enfants? Vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de comprendre le contraire de l'exigence. Le contraire, ça serait, la première chose qui vient, c'est le laxisme. Il faut être laxiste avec ses enfants. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Comment on sait que si c'est vrai, scientifiquement? Pas par l'expérience. Quelles sont les conséquences d'un choix? Si je suis exigeant, hein, les enfants vont être épanouis, ils vont être clairs dans leur tête, etc. Le contraire, ou quelque chose d'alternatif à l'exigence, pourrait être la bienveillance, un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Peut-être que le contraire de l'exigence, c'est la bienveillance, et pas le laxisme. Parce que le laxisme, c'est pas le contraire de l'exigence, c'est l'absence d'exigence. Vous voyez? Ça y est, toc, on vient de comprendre qu'est-ce que ça veut dire penser le contraire. Vous voyez? Ça, c'est la pratique de la pensée et de la vérité, de la quête de vérité. Le contraire de l'exigence n'est pas le laxisme. Ça, c'est horizontal. Parce que tout de suite, on va dire, bah oui, c'est mieux d'être exigeant que laxiste. Moralement, c'est bien. Mais le laxisme n'est pas le contraire, c'est l'absence. Est-ce que l'absence est le contraire? Mathématiquement, non. Le contraire de 1, c'est -1, c'est pas 0. Vous voyez, elle adorait Pythagore, elle adorait les pythagoriciens. On peut atteindre Dieu en se concentrant sur un problème de maths. Bon, elle y arrivait. Moi-même, j'y arrive pas tout le temps, hein, mais elle, c'était vraiment la beauté, la pureté du mental qui s'exprime. Elle dit, voilà, on peut toucher à quelque chose qui nous transcende. Donc, penser le contraire, vous voyez, c'est déjà un exercice. C'est quoi le complémentaire? On va dire ça comme ça. Peut-être que le mot contraire est le complémentaire de l'exigence. Et vous voyez que la bienveillance, ça devient intéressant. Tout d'un coup, ça fait une paire, bienveillance, exigence. Est-ce que c'est suffisant? Voilà, je viens de penser une nouvelle chose, vous voyez. Est-ce que le contraire du tandem bienveillance et exigence est possible? Est-ce qu'il y a un complémentaire à ça qui serait aussi vrai? Le but, c'est pas de se perdre en conjecture, mais c'est de dire, est-ce que j'ai vraiment fait le tour du sujet? Parce qu'à chaque pas que je fais, j'ai pris conscience et l'idée, c'est un élargissement, c'est pas une réduction. La tolérance. Bienveillance et tolérance sont plutôt synonymes. En fait, la question, c'est à quoi servent, quel est le moteur caché de la bienveillance et de l'exigence? Si on est exigeant parce que c'est plus facile et que ça me coûte rien, et qu'on est bienveillant parce que comme ça j'aurai peut-être un petit câlin à la fin de la soirée de mes enfants. Donc, qu'est-ce qui doit être le moteur de tout ça? Vous voyez, on rentre en profondeur. Tout d'un coup, ça y est là. Ça, c'est le besoin de vérité. Qu'est-ce qui est valable? Qu'est-ce qui est véritable?
En fait, c'est la préoccupation de l'autre qui doit être le moteur de l'éducation de l'enfant. Et sur quoi doit s'appuyer la préoccupation de l'autre? De la bienveillance et de l'exigence, manifestement. Mais il faut le penser. Parce que sinon, on dit, il faut être exigeant, il y a d'autres qui disent, ah mais non, il faut être bienveillant. Il faut que les gens fassent leur expérience par eux-mêmes, et chacun reste sur son truc. On pense le contraire, soit l'absence, hop, on se le fait comme ça, après on se fait le complémentaire, et vous voyez, la pensée se construit, tout d'un coup, l'âme, qu'est-ce qu'elle fait? Waouh, elle se dilate. Parce qu'il y a plein de choses qui existent en même temps, qui restent valables. Il ne s'agit pas de dilater la conscience de tout un tas de choses pas utiles, mais de donner à notre conscience un espace, une structure qui lui permette de se déployer et de sortir de la confusion. Parce que la confusion, c'est à la fin, c'est trop compliqué. Moi, je m'arrête là. Pause. Je décroche. Le philosophe, il essaye toujours de dire, voilà, comment je peux élargir cette conscience pour qu'elle puisse accueillir plus de choses. Donc, deuxième besoin, la vérité. Construire des certitudes et des convictions par rapport à ce qui fait sens. C'est ça, le besoin de vérité. Dernier exemple sur le sujet. Il avait fait des expériences avec les chiens, je sais plus si c'était les soviétiques ou les américains, peu importe. Ils avaient pris une cage, ils avaient mis un chien dedans, ils avaient électrifié la moitié de la cage. Bon, c'est un peu pervers, mais bon, c'était pour savoir comment fonctionnaient les animaux. Et éventuellement comprendre les hommes. Et donc, quand le chien avait compris qu'il y avait la moitié gauche de la cage qui était électrifiée, il se mettait côté droit. Puis après, ils étaient pervers, puis ils inversaient. Ils électrifiaient l'autre côté, donc le chien comprenait que ça avait changé, et il se mettait de l'autre côté. Et à un moment donné, ils ont été très pervers, ils ont mis l'électrification aléatoire. Qu'est-ce qu'il faisait, le chien? Il bougeait plus. Parce qu'il savait que quoi qu'il fasse, il pouvait pas savoir qu'est-ce qui allait se passer. Donc il n'y avait plus de vérité. Et donc, il subissait la situation. Ça va? Donc, la vérité, c'est avoir des choses, ça bouge pas. Et si ça bouge pas, moi, je peux me mettre en mouvement. Sinon, je subis. Troisième besoin, l'ordre. L'ordre, c'est vraiment l'idée que c'est pas bien ranger sa chambre, ça inclut ça, mais ça va largement au-dessus. C'est l'idée que le monde est organisé. La société est organisée et fait sens. Il y a une cohérence dans le monde qui m'entoure. Là, c'est l'ordre dans le sens d'une cohérence. Le monde est ordonné et il fait sens. Là, c'est plus simple. Mais on comprend bien que s'il n'y a pas d'ordre dans la société, on est perdu. Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui est prioritaire? Ça devient difficile. Alors, qu'est-ce qu'on a comme couple de besoins de l'âme complémentaires? Je vous les lis et j'en explique une ou deux. Le complément liberté-obéissance. L'âme a besoin de liberté et l'âme a besoin d'obéissance. Responsabilité-initiative. Responsabilité dans le sens d'engagement et faire ce qui est attendu de moi. Égalité-hiérarchie. Honneur, châtiment. Sécurité, risque. Et propriété privée, propriété collective. Elle dit ces 6 paires de préoccupations, de formes d'action nourrissent la conscience pour qu'elle puisse se déployer, pour que l'âme puisse avoir ses repères. Et la première liberté est d'accepter les règles. Oui, c'est une analogie de la société, mais je ne sais pas si on a choisi les règles et si on peut vraiment s'exercer les libertés, parce qu'à la fin, il y a beaucoup plus il y a de règles, moins il y a de liberté. Et la liberté, c'est pas faire ce que je veux quand je veux, parce qu'il faut que j'obéisse aux règles. Donc les deux doivent être bien maîtrisés, bien aboutis. Oui, c'est beau, déjà, de liberté et obéissance, rien que sur ça, on a des pistes de travail énormes pour la vie de famille, la vie dans le club sportif, la vie dans la société. Est-ce que je suis libre? Est-ce que je peux exercer ma liberté dans le cadre d'obéissance qui est le mien? Ou quel serait le cadre d'obéissance qui me permettrait d'exercer ma liberté?
philosophiquement, c'est d'abord la liberté, parce qu'il faut intérieure, j'entends. La liberté intérieure, ça veut dire que je reste fidèle à mon enracinement, à mon ordre, à ma quête de vérité. La liberté des stoïciens, c'est ne pas dépendre des circonstances extérieures. S'il fait mauvais, que le patron a une mauvaise tête, ou que ma copine ou mon copain font la tête, ça me prend en ronchon. Ça veut dire ne pas être libre, puisque je suis prisonnier de la grille, de la cage électrifiée, vous comprenez? La liberté, c'est la liberté de mettre mon âme là où je veux. Mais ça veut dire que je dois obéir à des règles. Honneur et châtiment, c'est un thème aussi intéressant. Honneur, c'est-à-dire c'est rendre honneur à tous ceux qui font un pas en avant, à tous ceux qui ont fait preuve de quelque chose. C'est important d'honorer, on honore les morts qui se sont battus, on honore ceux qui se sont dépassés au sport, on honore. C'est une culture de marquer du respect par rapport à ceux qui font effort. Il ne s'agit pas d'honorer pour gagner des points ou je ne sais trop quoi, c'est honorer l'effort, c'est une forme de respect. Vous verrez que dans l'enracinement, elle associe l'obligation au respect. L'homme est respectable par nature. Et il doit donc se respecter lui-même. Et la société doit produire du respect dans la collectivité. C'est une des obligations dont elle parle. Et elle dit le châtiment. Le châtiment, c'est-à-dire la punition, la sanction. Ça fait moins rêver tout de suite. Il y a un terme qui vient de l'égyptien, qui est passé dans le christianisme, mais dont l'idée est la rédemption. Parce que la sanction, elle dit, n'a de sens que si elle est acceptée comme un honneur pour réintégrer le corpus collectif. C'est-à-dire, si on punit quelqu'un, que ce soit un enfant, un adulte, etc., et qu'il vit ça purement de l'extérieur comme une contrainte obligée, c'est pas ce qu'on appelle le châtiment, ou là, ce que je dirais le terme rédemption, qui est plus intéressant. Il dit celui qui a fait sa peine et qui l'a accepté de cœur a retrouvé son honneur. Il a retrouvé sa place et donc il est réintégré normalement. Ça, c'est l'idéal du vécu et l'enfant qui fait des bêtises et qui est jamais puni quelque part. Il sait pas jusqu'à est-ce qu'on l'aime. Parce que vous savez que les enfants qui font des bêtises, c'est pour savoir si on les aime vraiment. Si on m'exige, c'est qu'on m'aime. Hein, c'est intéressant. Si on revient sur l'histoire de l'exigence et de la bienveillance. Inconsciemment, ou de façon non conceptuelle, la conscience cherche les limites. Et si on lui donne les limites, ça veut dire qu'on l'aime. Parce qu'on lui a donné quelque chose. C'est un acte d'amour. Donc, si la personne comprend que la punition, c'est parce que si on est puni, sauf si les responsables sont vraiment pervers, c'est qu'on veut faire prendre conscience à l'autre quelque chose, donc on est préoccupé par l'autre. Et une conscience, un être humain qui comprend un peu les choses, va comprendre que si on le punit, c'est pas parce qu'on lui en veut. Même les adolescents vont faire ceux qui comprennent pas, mais dans le fond, là, il y a une part de la conscience qui comprend que c'est parce qu'on lui en veut du bien, et pas parce qu'on lui en veut du mal. Donc elle dit ça fait partie des besoins. C'est-à-dire, si une conscience sent pas qu'elle peut être punie si elle a fait des bêtises, elle sera pas épanouie, parce qu'elle va chercher toujours plus loin, mécaniquement, elle va chercher plus loin la limite. On va s'arrêter là sur les 6 paires, parce qu'on pourrait continuer longtemps. Vous voyez que ça va très très loin, toutes ces propositions. Ça ouvre beaucoup de perspectives sur qu'est-ce que ça veut dire la notion d'obligation envers l'être humain. Pour le dire encore d'une autre manière, qu'est-ce qu'un individu est en droit d'attendre du monde qui l'entoure pour qu'il puisse devenir qui il est. Parce que on n'est pas dans une clé individuelle, on dirait en philosophie une clé éthique, on est dans une clé sociopolitique. C'est comment construire un monde qui soit meilleur pour l'homme.
C'est ça la préoccupation de Simone Veil, c'est comment construire un monde qui soit meilleur pour l'homme. Et l'homme à l'échelle individuelle, parce qu'elle n'est pas dans une approche massifiante. C'est comment faire en sorte que chaque homme puisse exprimer le meilleur de lui-même, qui il est vraiment, dans la société, dans la collectivité dans laquelle il évolue. Et la réponse particulière de Simone Veil par rapport, je dirais, à la tendance actuelle est très spécifique. Elle dit, il faut nourrir l'âme des individus pour qu'elle puisse s'exprimer, pour que l'âme intérieure dont on a parlé puisse être en mouvement, être vivante et active. Ça va? Et donc la question, si on essaie d'être cohérent, qu'on peut se poser à chacun de nous-mêmes, c'est ce que nous-mêmes, on assume de donner à notre âme ce dont elle a besoin. Est-ce que, par rapport à ce que je sens de nécessaire, est-ce que je donne à ma conscience ce dont elle a besoin? Je suis pas en train de parler de est-ce que j'ai mon temps de sport ou mon temps de loisirs ou de divertissement. Puisque la question n'est pas qu'est-ce que je fais dans toute cette histoire, mais depuis où je le fais. Si je fais le sport comme une compensation de mon travail ou de ma vie de famille qui est étouffante, le sport est une compensation, c'est pas une réalisation. Ça va? Si on essaie de, est-ce que non, c'est juste que ça compense. Donc, la question est vraiment intérieure, c'est, est-ce que j'arrive à percevoir mon âme, déjà? Est-ce que je perçois ces besoins au cœur de ma conscience, de dépasser l'ensemble des sollicitations professionnelles, affectives, comment dire, tous les stimuli extérieurs, des réseaux sociaux et ainsi de suite. Est-ce que j'arrive à comprendre que mon âme, ma racine profonde, a besoin d'un terrain dans lequel elle puisse s'exprimer? Ça, c'est la préoccupation des écoles de philosophie, de donner aux individus des outils et une culture, un savoir-vivre et un savoir-faire sur construire en soi cette dimension de l'âme intérieure vivante à l'intérieur de nous. En vivant l'expérience de l'enracinement, de la quête de vérité, de la compréhension que les choses ont une cohérence, elles sont dans un ordre. Est-ce que je percevoir l'harmonie des choses, c'est percevoir l'ordre. L'ordre, c'est pas, j'insiste, c'est pas bien ranger sa chambre. L'ordre, c'est l'harmonie. C'est l'idée d'organique. C'est organique, c'est intelligent, c'est relié. Quand on dit l'homme est un microcosme, un petit univers, cosmos en grec, le sens grec de cosmos, c'est un ordre harmonieux. Un cosmos a donné cosmétique. C'est la même étymologie. C'est-à-dire, l'harmonie, c'est, est-ce que j'ai un ordre dans ma vie où, malgré les hauts et les bas, parce qu'on essaie d'être stoïcien, on ne cherche pas l'harmonie planante, tout va bien, je vais bien. C'est l'harmonie par rapport à mes choix, par rapport à ma propre cohérence, par rapport à ma propre dimension. Et c'est pour ça que la proposition de Simone Veil, oui, c'est un enseignement pour aujourd'hui. C'est clairement des pistes de travail pour aujourd'hui, parce qu'ils sont la technique a beaucoup changé, mais les problématiques restent beaucoup les mêmes. C'est qu'il y a peu d'activités qui produisent justement une nourriture pour l'homme. Et ma conviction, c'est que on peut apprendre à produire cette nourriture, parce que la particularité de cette nourriture, c'est qu'elle est métaphysique. Alors, voilà, j'ai un peu soif, je prends un peu d'eau. J'ai faim, je prends un biscuit. Je suis fatigué, je dors. Voilà. Bon. Mais mon âme, qu'est-ce que je vais lui donner? Ben en fait, je vais lui donner ce que moi-même je vais pouvoir produire. On verra dans le cycle d'atelier que un des enjeux pour la conscience du philosophe, et donc de l'homme en général, c'est de produire lui-même ses propres forces intérieures. Simplement, il faut apprendre à les produire. Il faut un training, une pratique. C'est pour ça que les écoles, on parle d'écoles de philosophie, parce que les écoles de philosophie sont les lieux pratiques
pour s'exercer à vivre cette expérience de renforcement moral et de compréhension des besoins de l'âme et comment la nourrir de l'intérieur. Et un des exercices importants, comme on l'a dit, c'est la pensée. Apprendre à utiliser son mental, sa compréhension, ses perceptions, comme des outils, des indicateurs pour mieux se connaître. Et cette connaissance nous donne un pouvoir sur nous-mêmes et une prise sur nous-mêmes. La fameuse phrase de Marc Aurèle, c'est-à-dire ça y est, je commence à être en prise avec moi-même et je peux me donner un petit peu plus d'obéissance, un peu plus d'initiative, un peu plus de responsabilité, assumer que ça, peut-être c'était bien pour moi, j'en avais besoin, le petit coup de pied au cul que m'a donné l'environnement, ce que m'ont répondu mes élèves à un moment donné, ils me recadrent. Ah tiens, bon, voilà, j'apprends de l'expérience comme une forme d'enseignement de ma vie. C'est pour ça que nous, on propose des ateliers qui vont dans le sens de donner des outils pour permettre l'expérience de la vie intérieure. Parce que cette notion de vie de l'âme, c'est aussi ce qu'on peut appeler la vie intérieure. La vie intérieure, c'est pas, je sais pas, est-ce que je dois pas y aller, je doute. Ça, c'est l'intérieur de l'homme extérieur. Je sais pas si vous comprenez. Il y a l'homme extérieur qui court, qui mange, qui bosse, etc. Et après, il y a tout ce qu'il ressent par rapport à ça. C'était chouette, c'était pas chouette. Bon. C'est à l'intérieur, mais c'est juste l'intérieur de l'homme extérieur préoccupé par des besoins extérieurs. La vraie vie intérieure, c'est l'espace dont on a parlé. C'est la captation dont on a parlé. C'est la préoccupation dont on a parlé. Et comment cette vie intérieure va harmoniser et me renforcer par rapport au monde extérieur et par rapport aux autres. Parce que l'enjeu, c'est d'avancer avec les autres. Et comme dit Platon, vaut mieux, si on est philosophe, il vaut mieux s'entourer d'amis philosophes, sinon on va pas être tellement compris. Sinon, on va dire, ouais, bon, il est un peu perché, c'est son kiff, pourquoi pas, dans le meilleur des cas. Il y a des périodes où il y en a qui étaient brûlés, d'autres, Socrate a été suicidé, Aristote s'est exilé, Platon était vendu comme esclave. Bon, Platon essaie de transformer un homme politique en philosophe. Et quand son père a compris ça, il lui a dit, parce que c'était le fils qui l'éduquait, il a dit, non! Mon fils ne sera pas philosophe, il sera politicien. Tu seras esclave, toi. Donc, heureusement, Platon avait des amis philosophes qui l'ont racheté. Et voilà. Donc nous, voilà, on simplement, humblement, on dit voilà, essayons de vivre cette philosophie, cet appétit philosophique, comme une voie de transformation à pratiquer dans une école. Je m'arrête là pour qu'on ait un petit peu de temps d'échange. Et si vous avez des questions, des remarques, c'est à vous. Exprimez vos besoins. De l'âme, j'espère. Est-ce que vous pouvez reciter les doubles... Les 6 paires. Alors, liberté, obéissance. Et dans la liberté, elle insiste beaucoup sur la liberté d'opinion, sur le fait de pouvoir exprimer ce qu'on pense. Responsabilité, initiative. Responsabilité dans le sens des engagements que j'ai pris. Initiative, donc, je déborde du cadre. Égalité, hiérarchie. Et on a besoin de sentir qu'on est tous soumis à la même enseigne. Et en même temps, besoin de sentir qu'il y a des gens sur qui on peut s'appuyer et qu'on peut suivre. Honneur et châtiment. Sécurité, risque. Le petit enfant a besoin de sentir qu'il vit dans un environnement sécurisé, sinon il va avoir peur de tout. Mais s'il peut pas aller tester la limite, il pourrait pas savoir où est la limite. Donc la prise de risque fait partie de la vie, parce que la vie, à la fin, se finit par la mort. Donc il y a forcément, ça va se finir. Donc le risque est dans la vie. Et il y a besoin de vivre les deux. Et propriété privée, propriété collective. Besoin de sentir qu'il y a des choses qui dépendent de moi et qu'il y a des choses qui sont le bien commun. Parce qu'on peut parler de la propriété dans la clé physique, matérielle, mais aussi dans la clé métaphysique. Le patrimoine immatériel, maintenant, l'UNESCO l'a défini, patrimoine immatériel de l'humanité. Donc c'est une propriété collective. La sagesse pourrait être une propriété collective. Et propriété privée aussi.
sait bien, quand il y a des choses immatérielles, elles peuvent être à toutes les échelles. Le couscous, c'est une propriété métaphysique. L'art associé à ça. Le savoir-faire. Le savoir, il se transmet. Si je t'apprends à faire du couscous, je vais pas moins savoir le faire parce que je t'ai donné le savoir-faire. Mais il est matériel, le savoir. Donc si je transmets du savoir, j'en perds pas. J'ai même des chances de mieux comprendre ce que je sais parce que je vais te l'expliquer. C'est magique. Ouais, c'est une autre façon de penser la philosophie des choses. Bon, je vous remercie beaucoup en tout cas de votre attention, que j'ai bien senti ce soir.